Bonjour et bienvenue dans le podcast Par voix basse à voix haute. Moi c'est Capucine. Et moi c'est Julie. Nous sommes les voix de ce podcast. Mais des voix, il n'y en aura pas que deux. Vous entendrez au fil des épisodes différentes voix venues témoigner à notre micro pour parler de leur accouchement et de leur expérience en maison de naissance. Vous retrouverez aussi des épisodes consacrés aux sages-femmes qui y travaillent. Parce qu'en effet, il n'y a pas qu'une voie pour accoucher. Il y a la voie basse, la césarienne, l'hôpital, chez soi et la maison de naissance. Ici, nous recueillons les récits de ces personnes, de ces couples, de ces familles ayant fait le choix d'accoucher en maison de naissance. Ce podcast est le premier à proposer cet espace de parole et nous espérons qu'il répondra à toutes vos interrogations à leur sujet. Alors cheminez à nos côtés vers votre plus belle rencontre. Bienvenue derrière les portes des maisons de naissance. On entend souvent parler de multiples astuces pour déclencher l'accouchement, comme manger des dattes, boire des tisanes ou pratiquer certains exercices. Mais ces méthodes sont-elles réellement efficaces ? Pauline a choisi la maison de naissance pour accueillir son premier enfant, souhaitant vivre un accouchement où elle serait pleinement actrice, à l'opposé de sa première expérience. En fin de grossesse, elle se sent prête et a tout organisé, même la garde de sa fille aînée. Après une journée de shopping intensif et une soirée pleine de petites attentions pour sécréter un maximum d'ocytocine en vue de cet accouchement, Pauline se réveille avec de légères contractions. Mais c'est le week-end du 15 août et personne n'est là pour garder sa grande. Très vite, la poche des os se rompt et les contractions s'intensifient. Dans la précipitation, Pauline, son conjoint, leur fille de 2 ans et demi et leur valise filent vers la maison de naissance. Pauline vit un accouchement express qui lui permet de traverser pleinement ce moment unique avec, enfin, un sentiment d'accomplissement. Aujourd'hui, Pauline nous raconte son histoire. Avant de commencer, un petit mot pour vous rappeler que notre campagne de financement participatif est toujours en cours. Vous pouvez soutenir la création de notre kit mantra pour l'accouchement, qui contient 8 cartes illustrées avec des mantras inspirants, 7 épisodes Good Vibes de notre podcast, toutes les astuces des femmes et des sages-femmes de la saison 1, ainsi qu'une liste de références incontournables, livres, docus, films, podcasts et bien d'autres encore. Et pour célébrer la force des femmes, découvrez aussi notre dorure en édition limitée, un souvenir précieux et unique. Merci pour votre soutien et bonne écoute. Bonjour Pauline. Bonjour Capucine. Bonjour Pauline, bienvenue dans notre podcast. Bonjour Julie. Merci d'avoir accepté de venir dans notre podcast pour raconter ton histoire. Merci à vous. On est super content de t'accueillir aujourd'hui pour écouter ton récit. Et pour commencer, on va te demander de te présenter. Alors je m'appelle Pauline, j'ai bientôt 34 ans, j'habite à Grenoble et je travaille dans le domaine de l'animation culturelle. Et je suis en couple avec le papa de mes 2 filles qui ont 4 ans et demi et 7 ans. Enfin, est-ce que tu peux nous dire dans quelle maison de naissance tu as accouché pour ton deuxième enfant ? J'ai accouché à La Maison, qui est la maison de naissance de Grenoble. Avant de parler de ton expérience personnelle, on aimerait te demander de nous expliquer en quelques mots ce qu'est une maison de naissance. Pour moi, la maison de naissance, c'est un lieu non médicalisé qui ressemble à une maison et dans lequel on peut accoucher de façon naturelle en étant écouté et dans la bienveillance. Merci pour cette définition. Maintenant, on va parler de tes grossesses et accouchements et combien tu as pu te sentir actrice notamment de cette situation. Et donc pour commencer, on aimerait bien savoir d'où est venue cette envie d'accoucher en maison de naissance, cette envie en tout cas d'accouchement physiologique, si c'est quelque chose qui vient de toi ou qui t'a été inspiré par ton vécu, tes lectures ou quelqu'un de ton entourage. Alors c'est venu petit à petit après la naissance de ma première fille. Parce que avant d'avoir un enfant, j'avais pas vraiment d'avis sur la question. Ou alors, sur l'accouchement physio, j'avais eu un récit d'une maman et elle m'avait paru complètement dingue et presque, je trouvais ça irrationnel de pas vouloir faire de péridurale pour son accouchement alors que les progrès le permettaient. Donc vraiment, j'étais pas dans cette optique-là. Et pour ma première fille, je reviens sur l'accouchement de mon premier enfant parce que ça a déterminé le second accouchement. J'étais un peu vierge de toute conception sur l'accouchement. Je savais pas vraiment ce que c'était, même enceinte et même pendant la préparation à l'accouchement. J'étais assez relax et je me suis pas posé beaucoup de questions, si ce n'est sur comment se passe la péridurale et voilà. Et j'avais à cœur d'accoucher à l'hôpital
parce que à la maternité qui est à côté de chez moi, parce que c'est une maternité que j'ai beaucoup fréquentée en tant que, on va dire, piétonne, puisque j'ai dû la traverser un millier de fois pour mes allers-retours dans ma vie de jeune adulte. Et donc symboliquement, il fallait que j'accouche à l'hôpital et dans cet hôpital-là. Et j'ai eu une expérience, on va dire, assez traumatique. En plus d'être un accouchement long, comme la plupart des premiers, c'était un accouchement du coup très médicalisé parce que j'ai été déclenchée. Enfin, je vais pas revenir sur tout le détail, mais qui a fini avec des forceps et après coup, le sentiment d'avoir vécu une certaine violence, même si le personnel médical les sages-femmes ont été adorables. Après coup, je me suis pas sentie maîtresse de mon accouchement. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à me remettre physiquement, avec un périnée qui a été très, très abîmé, et la sensation que ma fille était pas née comme elle l'aurait dû. Enfin voilà, une espèce de rancœur qui était restée en travers de la gorge et voilà. Donc à partir de là, j'ai commencé à écouter. C'était un peu l'explosion des podcasts, même s'il n'y avait pas tout ça aujourd'hui. À écouter un peu plus les récits des autres mamans, les podcasts et à découvrir ce que c'était qu'un accouchement physiologique et de faire la différence entre douleur et souffrance. Donc je me suis beaucoup renseignée là-dessus et à Grenoble, on m'a expliqué que si je voulais accoucher à la maison de naissance, il fallait que je m'inscrive très vite après avoir fait un test de grossesse et c'est comme ça que j'y suis allée quoi. Dès que j'ai eu un test positif, j'ai pas réfléchi, je me suis dit il faut réparer le premier accouchement qui était, on va dire, pas complètement satisfaisant pour moi. Et comment t'as connu la maison justement ? J'étais allée à un festival lié à la naissance, à la périnatalité et il y a un sage-femme qui avait fait une conférence à ce sujet-là sur la maison de naissance. Et à ce moment-là, j'avais le projet d'un deuxième enfant. Et je l'ai écouté parler et ça a fait un gros tilt pour moi. Me dire, mais en fait, c'est évident ce qu'il raconte, mais c'est la première fois que j'entends un truc aussi évident comme, pour un accouchement... Pour que l'accouchement se passe bien, il faut que la maman se sente en sécurité, il faut qu'il y ait peu de lumière, il faut qu'il y ait peu de stress autour. Et du coup, pendant qu'il parlait, je me suis remémoré mon accouchement et je me suis dit, évidemment, que ça s'est passé de telle façon parce qu'il y avait aussi tous ces facteurs, on va dire, de détente et de sécurité étaient pas présents à ce moment-là, quoi. Tu viens de nous dire comment tu avais donc connu les maisons de naissance à travers ce festival. Et au moment où tout ce qu'il a dit t'a paru si évident, quelle était l'image avant d'aller pour la première fois à la maison de Grenoble ? Quelle était l'image que tu te faisais d'une maison de naissance à travers ses paroles ? Je me faisais l'image d'une maison, mais pas collée à l'hôpital ou pas rattachée. Enfin, pour moi, c'était un petit... une image assez enfantine avec une maison et une chambre toute jolie et toute bien faite. Et quand t'en as parlé avec ton conjoint, quelle est l'image, lui, qui s'est fait ? Qu'est-ce qui t'a renvoyé quand tu lui as partagé ton envie de projet de maison de naissance ? C'est un peu difficile pour moi de me souvenir comment il l'a vu ou comment il s'imaginait. Je sais que dans tous les cas, la façon dont j'avais vécu les choses et ce que je voulais faire, il adhérait. Donc, il était d'accord de toute façon avec ma vision. C'est chouette. Et une fois que donc t'as fait ton test, t'as fait le projet, la demande, et donc j'en déduis que ça a été accepté. Comment ça s'est passé, ton suivi tout au long de ta grossesse, à la fois les consultations mensuelles, donc vraiment tout ce qui va être les éventuels actes médicaux, vraiment le suivi qu'on pourrait appeler standard, et aussi les séances de préparation qui viennent un petit peu plus tard. Si tu peux un peu nous décrire ces deux pans du suivi. Je me souviens que une fois que j'ai été inscrite, j'étais très très pressée d'être suivie et de rencontrer les sages-femmes, de comprendre comment ça fonctionnait et comment on allait être suivi. Donc j'étais très très en attente du premier rendez-vous qui a permis de fixer un peu les choses. Donc il y a eu un premier rendez-vous avec une sage-femme qui nous a expliqué qu'on allait être suivi
par 2 sages-femmes en relais et qui nous expliquaient tout le déroulé. Au début, la sage-femme nous permet de nous exprimer sur le pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on veut, ce qu'on vient chercher. Et c'était très agréable parce qu'elle nous prend avec notre vécu. Et moi, je me souviens que j'étais quand même encore dans le trauma de ce premier accouchement. Donc je pleurais facilement. J'avais besoin d'être rassurée. Et j'avais envie d'avoir des rendez-vous assez réguliers. Si je dis pas de bêtises, qu'on a eu peut-être un rendez-vous par mois au début et que petit à petit ça s'est accéléré et que au fur et à mesure des rendez-vous, il y avait des choses qui se dénouaient, il y avait le dialogue qui s'instaurait, la confiance avec la sage-femme. Finalement, j'ai eu pratiquement tout le long la même sage-femme, donc ça a aidé aussi. Je trouve, enfin ça a créé un lien supplémentaire parce que c'était pas une alternance, c'était une seule personne pour mon cas, qui m'a suivi, pratiquement une seule personne. Les consultations étaient souvent, et la plupart du temps même, c'était sur la base d'une conversation. Il y avait quand même un suivi classique avec des prises de sang à faire, les échographies, voilà tout ça, à faire à l'extérieur de la maison de naissance. Mais par contre, les consultations sur place, je n'ai jamais été auscultée au niveau gynécologique. À aucun moment, je m'attendais à ce que ça se passe, qu'on me demande. Du début à la fin, je me suis pas allongée sur une table pour qu'on me regarde. Elles ont écouté le cœur du bébé, elles ont fait ce genre de choses. Mais voilà, peut-être que mon ressenti avec le temps, parce que ça fait quand même 4 ans et demi, est un peu faussé. Mais dans mon souvenir, c'était des échanges et des questions de suivi de grossesse classique sans consultation type gynéco, quoi. À l'inverse de ma première grossesse, pour faire peut-être le comparatif, où j'avais choisi un gros hôpital qui était, on va dire, l'hôpital de référence pour les accouchements, mais surtout les accouchements à risque, ce que j'ai compris après, où j'avais fait le choix d'être suivie. Je trouvais ça logique d'avoir une sage-femme au sein de l'hôpital. Et en fait, à chaque mois, j'avais une sage-femme différente et j'étais complètement perdue. Et pour ce qui est des préparations à la naissance, à quel moment c'est intervenu et les thématiques, en fait, comment elles ont été choisies? Est-ce que c'était proposé par les sages-femmes, par vous? Est-ce qu'il y avait un melting pot de tout ça? Alors, la préparation à la naissance, il me semble que c'est arrivé doucement à partir du 7e mois. On était dans une salle à côté de la chambre où il y avait les accouchements avec 2 autres couples. C'était sur la base d'un échange où on dénouait un petit peu tout le processus qui allait se passer quand on est à la maison, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe quand on est à la maison, quand on ressent les premières contractions, à partir de quand on appelle la sage-femme, quelles sont nos peurs liées à l'accouchement. Après, on a eu aussi des séances sur quelques techniques de respiration, comment le conjoint peut aider à se détendre, voilà, quelques petites astuces. On a fait des mouvements sur le ballon, on a testé la voix, des choses comme ça. Et c'était intéressant aussi parce que donc on avait 2 autres couples, on échangeait sur nos impressions et nos peurs. Et je me souviens, pour l'anecdote, qu'il y avait une maman, on avait un profil très similaire, on a couché un jour près, on avait la même date de terme presque, donc on savait qu'on était un petit peu en concurrence sur l'accouchement. Et elle avait une fille du même âge que la mienne, et elle, sa hantise, puisqu'elle habite en montagne, c'était d'accoucher dans la voiture, puisque sa première est arrivée très très vite, et elle revenait souvent là-dessus. Et avec mon compagnon, en sortant, on se disait souvent, non mais elle exagère quand même, elle va pas accoucher dans la voiture, faut le faire quand même, etc. Voilà. Et après, quand je raconterai comment s'est passé mon accouchement, c'est assez drôle. Et c'était un moment sympa parce que ça nous a permis de lier, avec un des couples, cette maman-là en particulier, on a lié une amitié. On s'est vu à la fin de notre grossesse, on s'est vu après l'accouchement, on a échangé sur le vécu qu'on avait eu, les peurs qu'on avait avant, comment ça s'est passé finalement. Et puis on est restés amis encore aujourd'hui avec nos enfants du même âge. En tout cas, tu viens d'évoquer qu'il y avait eu une thématique, entre autres, qui avait été sur les peurs et les éventuelles angoisses. Tu as parlé justement que cette dame en avait et on aimerait bien savoir si toi aussi tu as eu des peurs particulières, des angoisses particulières vraiment lors de ta grossesse. Les angoisses spécifiques, même si ma grossesse était quand même très très sereine et en bonne santé, c'était de revivre le premier accouchement et de perdre pied sur ma capacité à donner naissance. En fait, ce que j'ai appris au fil de ces 9 mois, c'était que mon corps était capable de donner naissance à un enfant et que j'étais maîtresse de mon propre corps et que je pouvais le faire.
ce que je ne savais pas avant. Donc, ce dont j'avais peur, c'était de finir avec, pour X raisons, d'être déclenchée. Et à partir de là, de laisser le personnel médical gérer et de plus avoir la main là-dessus. J'avais besoin de savoir que c'était moi qui allais donner naissance à mon enfant et que c'était pas un obstétricien qui allait décider pour telle et telle raison que il fallait faire arriver le bébé. J'avais aussi peur énormément de l'épisiotomie puisque la première a été si importante que la sage-femme après n'a pas su me dire combien il y avait de points. Oui, voilà. Grosso modo, c'était le vécu du premier accouchement qui a fait que j'avais ces peurs-là. Oui, ce qui se comprend. Ouais. Enfin, en tout cas, vu ce que tu viens de décrire. Et de quelle façon les sages-femmes de la maison de naissance t'ont accompagnée et t'ont aidé à te rassurer justement face à ces peurs qui rémanentes en fait de ton premier accouchement? Déjà, elles avaient une posture d'écoute. On se sentait en sécurité quand on était là-bas. Il y a un accueil qui est assez agréable. Et je pense qu'il y a un travail qui est un peu en souterrain. On se rend pas compte qu'elles font ça, mais un travail de mise en confiance. Et de petit à petit, avec quelques éléments qui arrivent au fur et à mesure des consultations, c'est comme une thérapie, je pense. Enfin, je l'ai vécu comme une thérapie de remise en confiance, en fait, de reprendre possession de mon corps et de sa capacité. Si bien qu'à la fin, à 15 jours d'accoucher, j'étais prête et il me tardait que ça arrive, quoi. Il y avait plus aucun doute, plus aucune peur. Ensuite, elles ont aussi donné des techniques au niveau alimentaire. Il y avait des petites astuces comme consommer des dattes, prendre telle tisane, des petites choses comme ça qui font que c'est le rituel. Quelques semaines avant d'accoucher, on fait ça. On sait pas très bien si ça va marcher à la fin, mais il paraît que ça a bien fonctionné pour tant de mamans. Donc voilà, c'est petit à petit, avec la sage-femme, il y a presque un lien d'amitié qui se tisse, en fait. Et en dehors des professionnels de la maison de naissance, en dehors des sages-femmes qui t'ont suivi, est-ce que tu as vu d'autres professionnels de la périnatalité pour justement t'accompagner pendant ta grossesse, mais aussi peut-être au moment de ton accouchement, si c'est par exemple une doula, ou alors en tout cas des aptonomes, même des choses plus ponctuelles, de l'acupuncture ou ce genre de trucs? Ouais. Alors, au sein de la maison de naissance, ça me rappelle que il y a eu la possibilité de faire d'autres consultations en lien avec le personnel de la clinique, de manière générale. Donc, il y avait aussi une sage-femme qui faisait de l'acupuncture. J'ai eu la possibilité de faire une séance ou deux d'acupuncture. Et on avait eu une première expérience très très bonne avec une sage-femme qui faisait de l'aptonomie pour notre première fille. Et on a décidé de poursuivre l'aptonomie en dehors de la maison de naissance. Donc on a eu aussi ce travail-là en parallèle. D'accord. Qui a certainement aussi participé à cette reconstruction, puisque ça a permis de revenir sur le premier accouchement. Elle nous connaissait bien, elle savait comment ça s'était passé, et de faire un second travail un peu différemment avec le deuxième enfant, la deuxième grossesse. Et après tout ça, après tous ces accompagnements, après cette reconstruction psychologique, tu disais, est-ce que tu te sentais prête pour accoucher? Ouais, après il me tardait. J'étais complètement prête à voir venir le bébé. Alors il y a eu une période, un petit flou où j'avais besoin, c'était en plein été, donc il y a eu un moment donné où j'étais dans la phase où potentiellement le bébé peut arriver, on est à peu près à 1 mois, mais là j'avais pas du tout envie parce qu'on avait programmé une semaine de vacances. J'avais envie de me poser, d'être tranquille pendant cette semaine de vacances. Et une fois qu'on est rentré, là c'était bon, ça pouvait partir. J'avais un sentiment de plénitude complet. La veille de l'accouchement, j'étais un peu dans un flottement. Je me souviens que j'avais même l'impression d'avoir, pourtant on doit se sentir lourde, etc. Mais ces derniers jours, j'avais presque l'impression d'avoir maigri et je me sentais très légère. Et j'étais allée marcher toute une journée en ville. J'étais partie, alors Grenoble, il faut savoir que là où j'habitais, je pouvais partir de chez moi pour descendre à Grenoble, mais c'est en pente, donc ça demande, ça demande un petit peu d'énergie. J'étais partie vadrouiller en ville toute la journée. J'avais fait 1000 trucs et j'étais pleine d'énergie, quoi. On dit que marcher, ça déclenche. Écoute, c'est pratique quand c'est en pente. Oui, je pense que ça a participé.
Maintenant que tu nous as dit que tu étais plus que prête, que tu avais marché dans tous les sens et que potentiellement tu avais préparé tout ça, est-ce que tu peux nous raconter le jour J? J'ai oublié de dire que par contre, je me sentais très très prête, sauf on était en plein mois d'août, autour du 15 août, et on avait planifié la garde de notre premier enfant sur les jours à venir, excepté donc le week-end du 15 août où il y avait plus grand monde autour de chez nous, et il y avait les parents de mon compagnon, on habitait à côté, qui étaient censés être là, et un peu au dernier moment, ils nous ont dit on part en week-end, et puis ma belle-mère, qui est toujours très très optimiste, a dit de toute façon, c'est pas ce week-end-là que tu vas accoucher. Donc je m'en fais pas, on se revoit dans 2 C'était jours. quand ton terme? Alors mon terme était le 28 août, Oui. j'ai accouché le 17, donc 15 jours avant. Voilà, moi je pense que j'ai un peu un esprit de contradiction à ce moment-là quand on m'a dit ça, ou je sais pas, j'avais tellement envie il y a des choses contradictoires qui se sont passées. En même temps, j'avais pas envie que ma fille se retrouve toute seule au moment de l'accouchement, mais quelque part je l'ai provoqué. Donc j'avais passé une super journée à marcher, et une fois qu'on est rentré à la maison, c'est ce qui se passe aussi souvent, peut-être vous avez eu ces récits-là, j'ai le souvenir d'avoir fait un très bon repas, d'avoir couché ma fille un peu tôt, et puis on s'était fait une énorme lasagne. On s'était fait un plateau télé avec la lasagne. Et puis, pour enfoncer le clou, je m'étais dit, tiens, si j'essayais la tisane de sauge, parce que il paraît que ça peut aider. Voilà, bon, je risque pas grand-chose puisque je suis pas loin du terme. Je peux essayer, quoi. Et je me suis fait une tisane de sauge avant d'aller me coucher. Tout pour accoucher, quoi. Ouais, et puis pour renforcer le clou, comme c'était une super bonne journée et que j'étais en forme, on a fini par faire l'amour, ce qui était assez rare pendant ma grossesse. Voilà, tout ça, tous les petits ingrédients. C'est ce que j'allais dire. Que en fait, ça plus ça, Ça prépare le terrain. Que tu prépares bien le terrain. C'est clair. Et je me suis endormie tranquillement. Et puis, vers 4 heures du matin, je me suis réveillée avec une très légère sensation que j'allais avoir mes règles. En fait, c'est exactement ce qu'on ressent quand les règles commencent à arriver, les contractions. Je le décris ça parce qu'en fait, j'ai pas ressenti ces contractions-là pour le premier accouchement. Donc, j'avais pas la sensation que c'était des contractions. C'était juste, ah tiens, je sens qu'il y a un tout petit truc qui commence à arriver, tout doucement. Et donc, je me suis réveillée tranquillement. Je me suis dit, bon, on va y aller. C'est tout doux. J'aimerais bien avoir une bouillotte. Et on n'avait pas de bouillotte dans notre maison. Donc, il se trouve que mes beaux-parents étaient de l'autre côté du jardin. Donc, je suis allée dans la maison qui était vide. J'ai fait les 3 étages pour chercher une bouillotte que j'ai pas trouvée. Je suis redescendue, je suis revenue me coucher. Et je crois qu'à ce moment-là, mon compagnon s'est un peu réveillé. Je lui dis, je l'ai réveillé parce qu'il avait du mal à se réveiller. Je lui ai dit, je crois qu'il y a un petit truc qui commence à se préparer. Et je me suis souvenue que j'avais une amie qui prenait un bus de nuit qui allait arriver à Grenoble tôt le matin. Donc j'ai dit à mon compagnon, je vais lui envoyer un petit message quand même. On sait jamais qu'elle arrive d'ici quelques heures et qu'elle puisse arriver à la maison garder notre fille. Et le temps que j'envoie le texto, je crois que je me lève et puis là, la poche des os qui se percent de façon assez flagrante, quoi. Donc c'était un peu sûr. Donc là, c'était un peu branle-bas de combat quand même. Je dis bon, ok, ça part. Et donc je suis passée d'une légère sensation d'avoir mes règles qui arrivaient à des contractions toutes les 2 minutes. Ah oui. Peut-être les 10 premières minutes, c'était toutes les 4 minutes, on va dire. J'ai eu très forte envie d'aller aux toilettes. J'ai attendu, je me suis mis sous la douche, je me suis passé un peu d'eau, mais là, vraiment, c'était très régulier. Donc là, mon compagnon a appelé la sage-femme. La sage-femme m'a entendu crier. Alors, je me souviens pas trop, mais elle a dû entendre... je sais pas si je crie, mais en tout cas, elle a dû entendre ma voix et elle a compris au son de ma voix que j'étais déjà au moment où j'allais accoucher. Ah oui. Et elle y a dit, écoute, t'as pas le temps d'appeler tes copains ou t'appelles ton copain, mais n'attends pas qu'il arrive, puisqu'on avait pensé à notre copain entre-temps. N'attends pas qu'il arrive, tu mets ta fille dans la voiture et vous partez tout de suite. Et donc, voilà, ça a pris peut-être 10 minutes, le temps qu'il réveille la petite. Elle avait 2 ans et demi, qu'il la mette dans la voiture. Moi, j'ai commencé à dire, je crois que je sens un truc qui sort, mais je sentais, et en même temps, dans ma tête, j'étais là, non, en fait, c'est pas possible que ça arrive aussi vite. Vous habitiez loin de la maison de naissance? On habitait à 10 minutes en voiture. Vraiment, on n'était pas dans la montagne, quoi. Non, vraiment pas du tout. On était dans l'agglomération à 10 minutes. Donc voilà, j'ai ce souvenir où les contractions se sont intensifiées. C'était douloureux, mais j'avais en tête
ce truc de c'est pas une souffrance, c'est une douleur, donc je l'accueillais vraiment positivement. C'était pas désagréable. Et j'avais toujours ce truc, souviens-toi, des fois dans la voiture, les contractions se calment, ça peut changer entre le moment où tu passes de la maison et où tu arrives à la maison de naissance, ça peut évoluer. Donc j'étais quand même très sereine, et au moment où il m'a levée pour aller dans la voiture, là, j'ai fait un petit déni, mais je crois que j'ai senti la tête quand même entre mes jambes. Donc il m'a installée, on est parti. Je pense qu'il a roulé un peu vite quand même parce qu'il a senti qu'il y avait urgence. Il essayait de me faire des points d'acupuncture au niveau de la main, enfin des points d'acupression pendant qu'il conduisait, avec la petite à l'arrière qui comprenait pas trop pourquoi je criais quand même. Je pense que voilà, je criais, mais je m'en souviens pas, mais je devais faire des bruits un peu étranges. Et puis lui expliquer que c'était le bébé qui me faisait des petits guilis dans le ventre, qu'il fallait pas s'inquiéter. Il me faisait tellement de guilis que ça me faisait crier. Voilà. Et donc, lorsqu'on est arrivé devant la clinique, donc c'était une clinique, et ben là, je crois avoir dit ça sort ou un truc comme ça, mais il a tiré le frein à main, et là j'ai dit ça sort, j'ai plus rien maîtrisé. Et donc j'étais en peignoir, j'étais restée toute nue, et il m'avait juste mis un peignoir par-dessus, il avait eu ce réflexe-là. Et là donc j'étais assise sur le siège passager avant, et j'ai récupéré le bébé qui a glissé entre mes jambes. Ah oui. Donc j'étais complètement un peu abasourdie parce que je m'attendais vraiment pas à ce que ça se passe comme ça. Je me suis retrouvée avec mon bébé dans les mains à dire ah mon bébé, c'est mon bébé. Enfin je sais pas, j'ai dû dire un truc comme ça, complètement hallucinée. J'ai eu le réflexe de le mettre contre moi, et j'ai le souvenir vraiment que j'ai pas eu mal. J'ai vraiment eu zéro douleur à ce moment-là. Bon, la comparaison qu'on peut faire, c'est que c'est comme du savon qui aurait glissé entre mes jambes. Clairement. Comparé à la douleur et à l'intensité que j'avais pu ressentir sur un accouchement du coup médicalisé, qui était vraiment où j'en garde une marque forte, là vraiment zéro douleur, quoi. Donc ce qui s'est passé, c'est que le copain est arrivé plus ou moins en même temps. Il était halluciné de voir que je tenais un bébé sur moi dans la voiture. Ça s'est passé très vite. On a quand même expliqué à ma fille, elle a pu voir le bébé rapidement, voilà, avant qu'elle parte. Et puis mon compagnon a appelé la sage-femme qui lui a dit oui, si vous êtes là, montez. Et là, il a dit en fait, en fait, on a le bébé aussi avec nous. Donc, l'invité surprise. Voilà, donc là, elle est arrivée avec un infirmier et un fauteuil roulant pour que... Donc un infirmier de l'hôpital, c'est ça? Oui, voilà, je dis un infirmier, mais c'était même pas un infirmier. Enfin, quelqu'un de l'hôpital, oui. Quelqu'un de l'hôpital. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que donc j'avais mon bébé, je pense qu'il respirait, elle a dû pleurer un peu. Je savais pas, à ce moment-là, on avait choisi de pas savoir le sexe, donc j'avais juste mon bébé, mais j'étais dans un état second. Et puis, c'est peut-être au bout de 10 minutes, un quart d'heure, non, j'exagère, mais au bout de quelques minutes, je l'ai regardée vraiment, et que on s'est rendu compte qu'elle avait 2 tours de cordon autour du cou. Ah oui. Et je sais plus si c'est moi ou la sage-femme, elle a juste simplement attrapé le cordon, qui était très souple, et elle l'a enlevé. Et ça l'avait pas du tout empêché de respirer. Ni même de sortir, apparemment, puisque des fois, ça empêche aussi de sortir. Voilà. Ouais. Et ça a aussi cassé ce truc qui faisait que c'était certainement un cas différent pour ma première fille, mais ma première fille est aussi arrivée avec le cordon autour du cou. Ouais. Je sais pas combien de tours elle avait. Elle, visiblement, ça a empêché de sortir. Et pour moi, dans ma tête, un bébé qui a le cordon autour du cou, il peut pas sortir. En fait, si. Elle était sortie et ça l'avait pas empêché de respirer. C'était tout à fait possible aussi. J'imagine que ça dépend de la taille aussi du cordon. Oui. Plus il est court, plus ça doit empêcher aussi peut-être de où est placé le placenta aussi, parce que parfois il est pas placé toujours au même endroit. Certainement. Donc ça doit faire varier. Ouais. Je sais pas vraiment ce qui a fait mais ils étaient super étonnés. Ouais, j'imagine. Et puis au bout de, je sais pas, là peut-être 20 minutes, on s'est dit mais en fait, on a un bébé, mais on sait même pas si c'est une fille ou un garçon. Donc on a regardé. Sur le coup, j'ai eu une petite déception parce que je m'étais fait un film sur accoucher en maison de naissance. Elle avait commencé à remplir la baignoire. Voilà, elle avait commencé à faire tout le protocole dont on nous avait parlé. Donc j'étais un peu déçue. Je me suis dit mince, je vais pas trop rester. C'est dommage. Et puis j'ai pensé à ma copine qui avait peur d'accoucher en voiture.
Et puis, elle m'a dit, mais c'est pas grave, en fait, on va quand même, tu vas prendre le temps de rester. Il reste le placenta à sortir. On va regarder comment tu es. Donc, il a fallu faire quelques petits points tout en douceur. On a pris le temps de faire sortir le placenta. Et j'étais dans une euphorie complète. J'étais hallucinée, en fait, de ce qui venait de se passer. Ouais, j'imagine. Et puis, tout d'un coup, après, j'ai senti une énorme fatigue, par contre, au bout de... Alors, c'est difficile de quantifier le temps dans ces moments-là, mais en tout cas, au bout d'un moment, j'ai senti une fatigue énorme. J'ai pas réussi à m'endormir, parce que j'étais quand même très, très excitée. Donc voilà, on est resté... Il devait être... Quand je me suis réveillée, à peu près 4h du matin. Notre fille est née à 5h40, le temps qu'on arrive à la maison de naissance. On est resté à la maison de naissance jusqu'à midi, à peu près. On était dans un état d'euphorie, d'excitation. La sage-femme faisait de temps en temps des allers-retours. Elle nous laissait, elle se reposait aussi parce qu'elle avait été réveillée en pleine nuit, donc elle faisait un peu des siestes. Et de temps en temps, elle venait voir comment on allait. Et puis, mon compagnon a fini par aller chercher notre première fille pour l'amener venir me voir et voir où j'avais accouché, parce qu'on lui avait aussi parlé de ce lieu. Donc elle a pu visualiser ce qui s'était passé. Voilà, ça s'est très très bien passé. Je garde une légère, peut-être l'envie d'être restée plus longtemps. C'est des moments où on sait très bien qu'en maison de naissance, le deal, enfin ça dépend peut-être des maisons de naissance, mais là où j'étais, le deal, c'était qu'on restait pas forcément très longtemps après. Il y avait une fourchette horaire, enfin voilà, grossière, hein, Oui. de l'accouchement de chaque femme. Et je me souviens qu'en fait, moi, j'avais ça en tête. À partir du moment où j'avais accouché, j'avais un peu ce chrono en tête où je me suis dit, il faut pas que j'abuse. J'osais pas trop. Mais au fond de moi, j'avais vraiment ce besoin qu'il fallait, enfin, j'aurais eu envie de rester 24 à 48 heures. J'avais envie de me reposer. Mais je savais qu'il fallait pas non plus trop traîner. Donc on est parti tranquillement rejoindre la maison avec notre fille et se reposer l'après-midi, quoi. Mais c'est passé très très vite. Oui, du coup, j'allais te demander le rôle de ton compagnon, parce que tu parlais de points d'acupression dans la voiture et qui préparait ta fille, mais est-ce que tu as d'autres choses à nous dire sur sa mission auprès de toi pendant ce moment-là? Oui, bah alors lui, c'était aussi préparé à une certaine façon. Enfin, c'est quelqu'un qui est très très calme et très serein, donc avec qui on se sent bien. Donc j'étais à l'aise qu'il soit avec moi. Et puis lui, voilà, il se souvenait de quelques points d'acupression, de quelques méthodes. Il était presque déçu de pas avoir eu l'occasion de m'accompagner tant que ça. Mais en fait, il m'a accompagné dans le sens où il a eu un sang-froid redoutable, quoi. Il a géré un stress que je pouvais pas encaisser, à se dire que peut-être, notre fille partait avec nous. Ce que je voulais pas aussi dans ce projet, c'était qu'elle soit là lors de l'accouchement, en fait, parce que j'avais entendu des récits de femmes, de familles qui voulaient que le premier soit là. Moi, je trouvais que c'était pas sa place. Elle était trop petite pour assumer cette responsabilité-là. Et finalement, malgré elle a été là et ça s'est très très bien passé. On lui en reparle beaucoup et elle nous en reparle. Et voilà, mon compagnon, lui, c'est son sang-froid et puis c'est les réflexes de sécurité qu'il a eu à chaque moment. Oui. Mais lui aussi, il était, après, quand ça s'est passé, il était complètement sonné, quoi. Je me souviens qu'il était excité, qu'il bougeait dans tous les sons. Voilà. Ouais. Et vous aviez prévu, j'imagine que dans la valise de la maison de naissance, vous aviez des serviettes ou des choses comme ça, mais finalement, vous vous attendiez pas du tout à ce qu'elle arrive dans la voiture quand vous êtes partis. Non, je crois qu'on avait peut-être une valise de fête, oui, comme on fait d'habitude. Et non, il a juste pris le peignoir qui traînait. Ouais, du coup, tu l'as emmitouflé dans le peignoir. Ouais, c'est ça. Oui, je l'ai emmitouflé dans le peignoir. Après, vous aviez de la chance, vous étiez en août. Pareil, suivant les mois de l'année, quoi. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est vrai que du coup, je me souviens pas si j'avais des vêtements à ce moment-là. Si, certainement dans la valise, il y avait des vêtements. Mais c'est vrai que je suis partie à poil, quoi. Et du coup, ta sage-femme t'a parlé d'un coup de fil au début, et après de cette histoire de baignoire, mais quel a été son rôle, puisque finalement, comme elle est dans la voiture, on n'a pas trop le parallèle avec la sage-femme, mais si tu peux nous parler de la sage-femme. Elle a eu cet éclair de lucidité, de reconnaître le moment où faut y aller, en entendant ma voix, quoi. Elle a, cette connaissance aussi cette connaissance des femmes. Ouais. Et en fait, c'est un peu comme si elle avait tellement bien préparé et accompagné que de façon intuitive ou incontrôlée, en fait, ça s'est fait comme ça. J'ai pas eu besoin d'elle et elle a pas eu besoin d'intervenir parce que ça devait se faire de cette façon-là. J'étais prête. Son intervention était inutile parce que tout s'est très bien passé. C'est comme ça qu'on l'a interprété, c'est que j'étais prête grâce à elle. Oui. Grâce à cet accompagnement, voilà. Après, il y a quand même un suivi, une écoute.
le fait, enfin voilà, elle a eu aussi ce rôle de nous rassurer. Une fois que le bébé était là, il y a quand même des contrôles. On est dans les vapes, il y a des petites choses à vérifier. Vérifier aussi, voilà, j'avais très très peur d'avoir des points, etc. Elle a su me rassurer. Elle m'a présenté un miroir alors que moi j'étais pour pouvoir me regarder, alors que je dis mais ça va pas, je me regarde pas à cet endroit-là quelques minutes après avoir accouché, ça doit être un champ de mine. Et finalement, elle m'a dit, mais non, regarde, en fait, c'est très, très bien, vas-y, tu peux regarder. Voilà, c'est une posture et une qualité humaine aussi, hein, tout le monde n'a Oui. pas ça, qui fait que, même si elle n'était pas là, et j'aurais voulu qu'elle m'accompagne jusqu'au bout, jusqu'à l'accouchement, et elle a eu l'accompagnement des minutes d'après, qui est aussi Ouais. primordial, quoi. C'est fou que tu dises que t'as pas eu mal alors que t'as eu des points également. Ouais. C'est incroyable suivant comment se déroule l'accouchement, on n'en garde pas le même ressenti. Ouais, mais je trouve que c'est important de le dire aussi, parce que c'est vrai que je pense que c'est pas le cas de tout le monde, hein, loin de là, mais Oui. ces sensations dont on entend parler, tout. Enfin, moi, mon souvenir, c'était même il y a eu des moments où j'avais envie de le revivre, ce moment-là, parce que je me dis, c'est pas possible. En fait, t'as vraiment pas eu mal, quoi. Et non, j'ai vraiment pas eu mal. Oui, en plus c'était express, donc les deux combinés, on doit mettre du temps à atterrir dans l'après-coup, j'imagine. Ouais. Après, c'est aussi boulet de canon, quoi. Ouais. Donc, c'est les effets, c'est que c'est express. Oui, j'ai pas eu mal. Par contre, effectivement, il y a peut-être pas le temps de dilatation habituelle qui fait que, bon, après coup, il y a une rééducation du périnée qui est peut-être un peu plus soutenue Ouais, je vois. qu'un accouchement qui prend plus son temps. Oui. Et du coup, le fait parce que de ce que j'ai compris, ça dure à peu près 1h40, non, c'est ça? Tu disais à peu près vers 4 heures, environ 2 heures, quoi. Ouais, moi j'avais l'habitude de dire 1 heure, parce que c'est vrai que quand j'ai perdu les os, il était 4h30. Ah oui, quand ouais. je suis arrivée, quand j'ai eu vraiment les sensations mais certainement 2 heures. Ouais, enfin, en tout cas, c'est court, n'est-ce pas? Ouais. Et je me demandais, du fait que ça soit court, dans quelle mesure t'as pu te sentir actrice de ton accouchement, vu que ça a été assez... Enfin, tu parles d'un effet un peu... d'un état second et d'un effet un peu surprenant. Mais est-ce que t'as pu trouver quand même cette place d'actrice de ton accouchement et dans quelle mesure? Alors, je l'ai plus ressenti justement au moment où les contractions vraiment fortes, les contractions qui arrivent juste avant la poussée, sont arrivées, où j'ai eu il y a à la fois ce côté animal qui ressort là, c'est Ouais. vraiment le moment où on est un animal, et à la fois où là, il y a tout l'apprentissage des mois d'avant qui fait que, oui, souviens-toi, enfin, j'ai vraiment ce truc en tête de l'accueil de la douleur. Ouais. Et de l'apaisement, et puis je ressentais ce qui se passait dans mon corps. Même si c'était rapide, je ressentais les choses, et ça, c'était assez Oui, agréable. j'imagine. Même ces douleurs-là n'étaient pas... Enfin, dans un autre cas de figure, avec un autre accompagnement, on peut facilement être en panique. Ouais. J'ai aussi été maîtresse de moi-même, parce que il n'y a pas eu de panique. Ouais. Il y avait une espèce de confiance à toute épreuve, que tout allait bien se passer, quoi. Ouais. Et du coup, pour revenir un peu sur ton premier accouchement, et notamment, t'avais peur de revivre un accouchement comme t'avais vécu. Enfin, alors, ça allait pas être la même chose puisqu'il était pas médicalisé, mais en tout cas, cette peur un peu de revivre une expérience pareille. Qu'est-ce qui t'avait fait peur dans cette médicalisation? Et comment tu penses que t'aurais pu être plus actrice, notamment la première fois peut-être, et moins appréhendée par la suite, puisque ça a quand même guidé la suite de tes choix. Comment tu penses que ça aurait pu être envisagé la première fois, au-delà du médical, parce que je pense qu'on peut être acteur de son accouchement même avec la médicalisation. Mais du coup, qu'est-ce que tu crois toi qui aurait pu te permettre d'être plus actrice? Alors moi, j'ai eu la sensation qu'à partir du moment où on m'a dit, ben là, il va falloir que vous soyez déclenché pour telle et telle raison, parce qu'il y a un risque pour votre bébé, il n'y avait plus aucun choix possible. Ouais. Puis bon, enfin voilà, j'avais pas d'expérience avant, donc je pense qu'avec du recul, j'aurais pu agir différemment. Il s'est trouvé que j'ai eu mon dernier rendez-vous sage-femme, que la sage-femme a détecté qu'il y avait une toute petite, elle a vraiment eu du mal, elle a dû demander à sa collègue vérification, une toute petite fissure de la poche des os. C'était ce jour-là. Si j'avais eu mon rendez-vous quelques jours après, il se serait pas passé grand-chose à mon avis. C'était à partir de ce moment-là où donc j'ai eu le sentiment que je pouvais plus décider. J'allais chez moi, je revenais à l'hôpital, je partais dans ce parcours d'accouchement. Bon, maintenant que le temps est passé, ça fait 7 ans pour cet accouchement-là. C'est difficile peut-être de revenir sur les propos ou sur la façon dont ça a été fait. Mais là, je l'ai vécu comme...
je m'en suis remise au corps médical, on va dire. Ouais. Ça s'est passé comme ça. C'est que c'était peut-être aussi la façon dont j'imaginais l'accouchement. Je pense que j'étais dans ce truc-là où je suis à l'hôpital, c'est eux qui vont m'accoucher. Ouais. C'est eux qui vont faire, je me laisse faire. Ouais. Je me laissais porter. Voilà. Si j'avais eu plus de connaissances de ce que mon corps était capable de faire, j'aurais peut-être agi différemment, ou j'aurais peut-être posé davantage de questions. Mais j'étais dans une posture un peu de je laissais faire et j'attendais la suite. Sauf que la suite, je la connaissais pas. Et la seule truc que je pouvais faire, c'était sortir, aller marcher en attendant que les contractions arrivent. Mais à partir du moment où il y a eu des contractions très douloureuses, là, je maîtrisais plus rien, quoi. Et j'avais la sensation que comme il y avait la chimie qui était rentrée en jeu, mon corps, il pouvait plus décider. Ouais. C'était parti, quoi. Ouais, je vois. Tu parles de connaissance et de confiance. Et du coup, qu'est-ce qui t'a permis d'avoir cette connaissance et cette confiance pour le deuxième? La lecture de quelques livres, quand même. Tu te souviens de quel livre ou pas forcément? J'ai peur d'écorcher son nom, mais il me semble qu'il y a une sage-femme très connue qui s'appelle De Gasquet, quelque chose comme ça, qui a fait un livre et qui avait fait quelques vidéos qui parlaient justement de ce truc sur lequel je reviens souvent, la différence entre douleur et souffrance. Et puis il y a eu aussi le récit ou les échanges avec les mamans autour de moi. Petit à petit, voilà, il y a le dialogue qui s'est instauré. Il y a eu des personnes autour de moi qui ont eu des enfants et donc il y a eu la possibilité d'en discuter. Après, comme je l'ai dit, en maison de naissance, c'était l'essentiel du travail s'est fait là aussi. Oui, j'imagine. Plus particulièrement, j'en ai eu quelques-uns, mais celui que j'ai lu et qui m'a marqué, le livre de Maïté Trelone, J'accouche bientôt, que faire de la douleur. D'accord. Voilà, tout est dans le titre. Voilà. Bah merci pour ton récit. C'était express, mais c'est assez rigolo, surtout quand tu disais que t'envisageais pas que ta copine accouche comme ça, que tu comprenais pas l'idée. Et finalement, c'est toi. D'ailleurs, est-ce qu'elle a accouché dans sa voiture, elle? Et non, non, elle a accouché dans la baignoire. En tout cas, ça nous tient à cœur de partager des récits comme le tien pour pouvoir montrer qu'il y a des personnes qui ont eu ce besoin notamment de retrouver cette position actrice de leur accouchement et qui n'a pas toujours été là. Et du coup, c'est cool de voir que ça peut réparer aussi des choses. C'est un accompagnement qui est fondamental en fait. Moi je sais que cet accouchement était vraiment particulier, mais j'ai eu un sentiment, les mois qui ont suivi, de me sentir surpuissante. Enfin j'ai eu vraiment ce truc de tu comprends ce que c'est qu'être une femme tout d'un coup en fait. Je comprends que je suis une femme et que j'ai un pouvoir qui est dingue. Ouais. Et pendant un moment je me suis dit mais je suis et on est surpuissante, on fait un truc de dingue. Et c'est grâce à cet accompagnement que j'en suis arrivée là et je suis ultra reconnaissante de la maison de naissance de m'avoir permis ça. Parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est pas toujours facile d'y rentrer parce que beaucoup de personnes veulent y aller. Donc j'ai eu cette chance de vivre ça. Et oui, j'ai flotté pendant quelques mois autour de ça et voilà, ça aurait pas été possible autrement. Oui. Oui, puis c'est important parce qu'il y en a qui des fois ont peur d'envisager un deuxième accouchement, alors que à cause justement de ce premier accouchement, donc c'est important de pouvoir dire que c'est pas parce que le premier a pas été comme on l'imaginait, voire c'est mal passé, que c'est le destin de nos accouchements, quoi. C'est ça. Puis ça prouve que ça se passe jamais comme on l'imagine. Oui, aussi. C'est évident. Ah oui, là c'est la preuve en plein. En tout cas, tout à l'heure, tu nous disais que tu avais un peu des regrets de pas avoir pu passer autant de temps que ce que t'espérais à la maison de naissance. Ouais. Et tu nous as donc dit que malgré tout, évidemment, de toute façon, pour la délivrance, t'as été dans les locaux et que tu étais resté jusqu'à peu près au midi du lendemain. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce moment, en fait, où vous avez pris le temps de rester un petit peu sur place et quand même ce besoin, comme tu disais, qui fait partie du deal en maison de naissance, c'est ce qu'on appelle un retour précoce. Alors vous avez pu rester un peu plus longtemps. Est-ce que c'est justement parce que tu avais exprimé ce souhait de vouloir profiter? Est-ce que c'était lié aussi à la fatigue que tu as évoquée? Et comment tu as vécu finalement le retour qui malgré tout reste précoce comparé à un séjour standard de maternité? Je m'étais préparée. Je savais que j'allais retourner vite à la maison et que je comprenais les raisons des maisons de naissance de faire ça. Il y a aussi une question budgétaire qui se pose. Donc je m'étais préparée aussi. Il y a un autre conseil de bouquin, c'est
Je crois que ça s'appelle Le Mois d'Or ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est une amie qui m'avait dit, voilà, dans ce bouquin-là, il y a toutes les clés pour quand tu reviens à la maison pour que tu te reposes au maximum. Donc, mon compagnon était clairement informé qu'une fois à la maison, j'allais pas beaucoup me lever pendant les jours, voire les semaines à venir, et que j'aurais besoin de me faire servir. Que j'avais besoin d'avoir les conditions, on va dire, comme si j'étais restée quelques jours à la maternité. J'avais besoin qu'on s'occupe de moi de cette façon-là. Donc ça, c'était clair, c'était dans notre contrat aussi de couple que ça allait se passer de cette façon-là. Et c'est pour ça que ça s'est aussi bien passé le retour à la maison. C'est que, voilà, bon, on s'est occupé de moi, ça a duré ce que ça a duré. Bon, après, c'est sûr qu'il y a toujours... ma petite fille a été bien gardée à ce moment-là parce que c'était les vacances avec les cousins, mais ça m'a permis de me reposer. Mais il y a toujours ce truc d'être à la maison et des impératifs du quotidien. De toute façon, toutes les mamans retournent au bout de quelques jours à la maison, quel que soit le lieu. Et sinon, les quelques heures que j'ai passées à la maison de naissance, j'ai pas fait grand-chose, hein, puisque voilà, j'étais alitée avec mon bébé. C'est un moment un peu suspendu, quoi. On se souvient pas trop de ce qui s'est passé. On se repose un petit peu, on admire son bébé, on se repose. Il y a la sage-femme qui passe, qui demande si tout va bien. Je crois que j'ai dû grignoter un peu aussi. C'est moins cadré que dans un lit de maternité classique. Mais bien sûr, la sage-femme m'a demandé comment je me sentais pour ressortir, etc. Je crois que je suis sortie autour de midi. Je sais plus quel était le temps maximum. Je pense que j'ai pas osé demander plus, mais j'aurais bien voulu faire plus. T'étais quand même sereine avec cette décision au moment de franchir la porte? Oui, j'étais sereine, ouais, j'avais passé le stade critique avec l'épuisement juste après l'accouchement, donc Ok. puis j'étais fière aussi. J'avais pu me lever, j'avais pu prendre une douche, ça y est, je me souviens maintenant. J'avais pu prendre une douche et j'ai réussi à me lever et à marcher, chose que j'avais pas réussi à faire pour le premier accouchement aussi simplement. Donc j'étais contente d'arriver à me tenir sur mes 2 pieds quelques heures après, quoi. Oui, forcément, c'est un vécu différent. Mm. Comme tu dis, il y a de quoi se sentir fière ou forte, finalement, surtout quand on a eu un premier vécu tellement différent. Après l'accouchement, il y a donc un retour précoce et il y a le suivi à domicile. Donc c'est les sages-femmes de la maison de naissance qui viennent quotidiennement, puis de manière plus espacée, prendre soin de toi et de bébé et voir si l'évolution se fait correctement. Et pendant ces visites à domicile, est-ce que il a été possible pour toi, ou peut-être à la demande des sages-femmes, peu importe, de revenir un petit peu sur ton accouchement, sur le vécu? Alors même s'il n'a pas été au sein de la maison de naissance, mais justement parce qu'il a été un petit peu particulier, est-ce que vous êtes revenu sur cet accouchement à ta demande ou à la demande de tes sages-femmes? Oui, après on s'est revus. C'était la seconde sage-femme que j'avais beaucoup moins vue pendant le suivi, qui est passée 1 ou 2 fois. Et après j'ai revu pour le suivi, la rééducation du périnée, la sage-femme qui était là le jour de l'accouchement. Évidemment, on est revenu dessus parce que ça avait un côté un peu spectaculaire quand même. Et elles m'ont appris après coup que voilà, enfin, ça avait fait. On avait beaucoup parlé de cet accouchement au sein de la maison de naissance. C'était devenu un peu un emblème pour les femmes qui ont suivi. Oui, on en a parlé, quoi. Et puis moi, je pense qu'à ce moment-là, pendant les 6 mois qui ont suivi, j'avais vraiment besoin d'en parler, de dire ce qui s'était passé pour moi et de dire aux autres. Mais on peut vraiment accoucher sans avoir mal, quoi. Et on peut ne pas avoir la péridurale. Enfin, notre corps est capable de faire un truc de dingue, quoi. J'étais hallucinée de ça. Donc, je pense que j'en ai beaucoup parlé avec elle. Et comment s'est passé le suivi postpartum? Tu disais donc que tu avais un peu plus vu la seconde sage-femme. Et comment ça s'est passé en termes de rythme? Est-ce que toi, tu as pu avoir ton mot à dire, justement, même sur ce suivi postpartum, d'exprimer des besoins, si tu avais besoin de visites plus espacées ou au contraire plus fréquentes? J'ai pas de souvenir très précis sur ce moment-là. J'ai le souvenir qu'il y avait ce petit rituel. On va dire les 3 premiers mois, j'allais très souvent à la maison de naissance faire soit de la rééducation ou les consultations après la grossesse. Il y avait aussi des ateliers qui étaient proposés. Il y avait un petit salon. Il y a toujours, je pense, un petit salon qui pour accueillir les mamans qui attendent ou les couples. Donc je me souviens que j'ai passé beaucoup de temps dans cette petite salle d'attente avec des magazines, des livres d'or, des choses comme ça, et que il y avait un lien qui s'était créé
Et quand les séances ont dû s'espacer, parce qu'au bout d'un moment ça s'arrête, quoi. Ben j'avais envie de trouver un moyen d'y retourner et que je voulais plus trop partir, quoi. Donc j'ai essayé de faire de m'engager un petit peu bénévolement, mais avec 2 jeunes enfants, c'était quasi impossible. Enfin, en tout cas pour moi, ça l'était pas. Voilà, ce dont je me souviens, c'est que le suivi, autant le suivi avant grossesse que après la grossesse, s'est très bien passé. Il y a un lien qui se crée avec la sage-femme. Je sais pas si c'est le cas pour toutes les femmes, mais on a un peu envie d'être copine à la fin. J'avais envie de prendre son numéro, d'aller boire un café avec elle, alors qu'elle, elle devait en voir des tonnes. Mais elle avait ce rapport-là qui était chouette. Oui, non, mais ça se comprend et tu t'es pas la première de nos invités qui exprime en fait ce lien et avec malgré tout toute la conscience de se dire que elle c'est son métier alors que nous on est patiente finalement dans ces moments-là. Mais c'est intéressant finalement de l'entendre encore une fois, cette particularité et comme tu dis en fait finalement qui donne aussi toute la place à la femme d'être maîtresse de son vécu. Puis c'était encore plus parce que cette sage-femme était plus jeune que moi, je pense. Elle avait pas encore eu d'enfant, donc déjà moi je trouve que avoir le recul qu'on a quand on n'a pas d'enfant, parce que des fois même en tant que sage-femme, la pratique elle évolue selon les âges et selon le fait d'avoir eu des enfants ou pas. Et je savais que, en fait, elle faisait des heures de dingue parce que je sais pas comment ils sont organisés aujourd'hui, mais en tout cas, pour mettre en route cette maison de naissance, il y avait quand même des gros enjeux, que ça perdure et tout le monde, tout le personnel travaillait énormément, donnait beaucoup d'eux-mêmes. Et que malgré la fatigue, malgré l'engagement que ça demandait, en fait, ils étaient toujours adorables. C'est chouette. C'est primordial même, je pense, dans l'accompagnement et le bon déroulé, justement, des suivis et des accouchements. Et si tu devais accoucher à nouveau, est-ce que tu retournerais en maison de naissance? Ah oui, évidemment. Je pense qu'on connaissait la réponse, mais Ouais. on redemande. Et maintenant que tu nous as parlé de toute ton aventure de vie, de ces 2 accouchements qui ne se ressemblent pas, mais qui font ce que tu es aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous redéfinir ce qu'est une maison de naissance? Alors, j'aimerais bien le définir sans parler d'accouchement, parce que c'est un lieu d'accueil, de construction ou de reconstruction. C'est un lieu d'écoute, de bienveillance, un lieu de sororité aussi, même si il peut y avoir des hommes qui travaillent là-bas. Et c'est un lieu de tolérance aussi. Merci. C'est une belle définition. Merci aussi pour ton récit et tout cet échange. On espère que nos éditeurs et nos auditrices comprendront la place qui est proposée aux femmes lors de l'accouchement dans les maisons de naissance. Et puis celles et ceux qui montent un projet sont, on espère, mieux informés grâce à toute ton expérience, quand bien même t'as accouché dans la voiture. Ça aidera peut-être des gens qui ont peur d'accoucher dans la voiture. Ou qui s'y préparent. Eh ben, merci à vous de m'avoir permis de parler de cette expérience aussi. Et j'espère que ça pourra faire écho aussi à d'autres personnes qui attendent des enfants ou bien qui en ont déjà eu. Je sais que ça fait parfois beaucoup de bien. Oui, ça aide beaucoup les récits des autres gens. On n'a pas l'impression quand on raconte sa propre histoire, mais en réalité, ça parle à beaucoup de gens. Qu'ils aient vécu la même chose ou pas, il y a des similitudes qui se retrouvent et qui les aident beaucoup. Avant de nous quitter, on aimerait bien savoir 2 dernières choses. La première, ce serait qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui se prépare à accoucher et qui a peur de ne pas se sentir actrice de ce moment-là? Je lui dirais que dans tous les cas, on a la ressource en nous et qu'il faut savoir s'écouter. On parle beaucoup de lâcher prise. Pour moi, c'est pas évident d'en parler parce que c'est très difficile en tant que femme de lâcher prise. C'est juste réussir à s'écouter et savoir que c'est peut-être tout à fait basique ce que je veux dire, mais en fait, revenir à sa nature profonde qui est que on est des animaux et on sait faire. Et le corps va trouver la voie, même si l'esprit n'y est pas. Si on arrive à lâcher l'esprit, le corps, lui, va trouver. Et la seconde chose, ce serait quelque chose de plus général. Est-ce que tu aurais une astuce à partager à toutes les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient accoucher physiologiquement? Alors peut-être que du coup, la réponse va être la même, mais si c'est pas le cas... Faut manger beaucoup de dattes. Les dattes, la tisane de framboisier. Ça, c'est pour se préparer à l'accouchement, c'est ça? C'est à la fin de la grossesse qu'il faut faire ça. Oui, c'est ça. Oui, pardon, j'ai pas précisé, mais à la fin, surtout vers la fin, hein, pas pendant la grossesse, hein, sinon ça va pas avoir l'effet escompté. Mais il y a des petites astuces. On y croit ou on n'y croit pas. Moi, je sais que pour moi, je pense que les dattes, les tisanes de framboisier, la sauge et la bonne humeur ont été des ingrédients essentiels pour un bel accouchement.
Eh bien, merci pour tout. Merci pour toute cette aventure, aussi express soit-elle, et pour toute la confiance, en fait, que toi t'as reçue, qui t'a permis d'avoir cet accouchement, et aussi la confiance que tu nous as accordée en venant en parler à notre micro pour raconter tout ça. On te souhaite une bonne continuation. Merci à vous. Et puis, écoute, hésite pas à nous recontacter si jamais tu venais à accoucher une 3e fois en maison de naissance. Enfin, pour un 3e accouchement. Ça n'arrivera pas, mais je laisse la place aux autres maintenant. À bientôt, Pauline. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, Pauline. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. C'est le meilleur moyen pour notre podcast de rester visible. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.